Aujourd'hui, on va parler de la SA, l'un des chapitres clés au droit des sociétés du DCG, et on va aborder 3 points très techniques que tu ferais mieux de maîtriser parce qu'ils tombent souvent aux examens. Salut, si tu me connais pas, moi je m'appelle Cristal, je suis étudiante en DSCG, fraîchement diplômée du DCG avec 15 de moyenne, et sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur TikTok et Instagram, je te parle du DCG, je te donne plein de conseils, plein d'astuces, et j'ai également créé une application, Dizzy. C'est une application qui va énormément t'aider dans tes études, puisque dessus tu vas retrouver plein de fiches de révision, des cas pratiques, des flashcards, des quiz, enfin bref, plein de ressources qui vont vraiment t'aider. Alors si ça t'intéresse, le lien est dans la bio, tu peux télécharger l'application sur le Play Store et sur l'App Store. La société anonyme, ou plus communément appelée l'ASA, c'est un chapitre clé au DCG, déjà parce que ça tombe souvent, et aussi parce qu'il y a énormément de notions qu'on voit dans la SA, qui sont des notions introductives, et qu'ensuite on va revoir dans la SAS, dans la SARL, dans la SCA. Donc c'est pour ça que l'ASA, c'est un chapitre à vraiment connaître sur le bout des doigts. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyée sur la fiche de révision de la SA que vous pourrez trouver sur Dizzy. Donc pour ça, il vous suffit de télécharger l'application. Le nombre d'administrateurs ayant dépassé l'âge limite défini par les statuts à défaut 70 ans ne doit pas excéder un tiers des membres en fonction. La loi laisse les statuts de la SA choisir l'âge limite. Ça peut être 50 ans, ça peut être 40 ans, ça peut être 80 ans, ça peut être n'importe quel âge, mais il faut qu'il y ait un âge limite. Dans le cas où les statuts n'ont pas prévu d'âge limite, dans ce cas, la limite d'âge, c'est 70 ans. Mais il faut comprendre que ce n'est pas 70 ans d'office. Il faut bien que tu vérifies les statuts pour voir si on n'a pas défini un âge. Si on n'a pas, c'est 70 ans. Dans cette règle de droit, ce que tu ne dois surtout pas comprendre, c'est qu'aucun administrateur ne doit avoir plus de 70 ans. C'est pas ce qu'on est en train de te dire. On n'est pas en train de te dire qu'à partir de 70 ans, tu ne peux plus être administrateur. On est en train de te dire que si dans la SA, il y a déjà un tiers des membres qui ont dépassé l'âge limite, donc à défaut d'âge limite, on va dire dans cet exemple 70 ans, tu ne peux pas devenir administrateur. Mais seulement si un tiers des membres ont déjà plus de 70 ans. C'est pas parce que tu as plus de 70 ans que tu ne peux pas être administrateur, mais c'est parce que un tiers des membres du conseil d'administration ont déjà plus de 70 ans et que toi, tu as plus de 70 ans que tu ne peux pas devenir administrateur. Par exemple, dans une SA qui a 9 membres, 3 membres seulement peuvent dépasser l'âge limite de 70 ans. Si un 4e membre venait à rejoindre le conseil, donc finalement le conseil serait composé de 10 membres, et que ce nouvel administrateur aurait par exemple 80 ans, il aurait dépassé l'âge limite défini par les statuts. Alors là, il faut directement s'intéresser au ratio. Donc on fait 4 sur 10, et quand on fait 4 sur 10, ça dépasse un tiers. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas rejoindre ce conseil d'administration. Alors si le jour de l'examen, tu vois qu'on te parle de l'âge des membres du conseil, pense directement à cette règle parce qu'il y a de grandes chances qu'on soit en train de te diriger vers cette règle de droit. Alors comment est-ce que tu réponds ? Déjà tu cites la règle de droit et ensuite tu passes à l'application en espèces, tu comptes le nombre de membres qui ont moins de 70 ans, tu comptes le nombre de membres qui ont plus de 70 ans, tu fais ton petit ratio et tu finis par conclure en disant il peut devenir administrateur ou il ne peut pas devenir administrateur. Souvent, dans la plupart des cas, on va te parler d'un administrateur qui veut rejoindre le conseil, est-ce qu'il peut rejoindre le conseil ? Il y a plusieurs raisons qui font qu'il ne peut pas rejoindre le conseil, et l'âge fait partie de ces raisons. Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts. Les administrateurs suivants sont désignés par voie normale par l'AGO et par voie exceptionnelle par cooptation. Mais qu'est-ce que c'est la cooptation et dans quel cas est-ce qu'il y a cooptation ? La cooptation, c'est la nomination d'un administrateur par le conseil d'administration en cas de vacance dans le nombre d'administrateurs causé par une démission ou un décès. Cette règle, elle nous définit d'abord ce que c'est la cooptation et ensuite elle nous explique qu'il n'y a cooptation que si il y a un décès ou une démission. C'est pas dans tous les cas qu'on peut coopter, tu vois. Imaginons que le mandat de l'administrateur soit arrivé à terme, on va pas coopter. Ça ne fait pas partie des cas dans lesquels on peut coopter. On ne coopte que s'il y a un décès ou s'il y a une démission. La cooptation est obligatoire lorsque le nombre d'administrateurs est supérieur au minimum légal, mais inférieur au minimum statutaire. Donc dans la loi, c'est quoi le minimum légal ? Le minimum légal d'administrateur, c'est 3. Dans un conseil d'administration, il y a minimum 3 administrateurs. Et bien sûr, la loi autorise les statuts à définir un autre minimum d'administrateurs de conseil d'administration. Mais sans jamais que ce nombre soit inférieur à 3. Ça veut dire que les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration soit composé de 5 membres minimum, 8 membres minimum, mais jamais 2. C'est minimum 3, et ensuite une valeur supérieure si les statuts le décident. Donc la cooptation, elle est obligatoire si le nombre d'administrateurs est supérieur ou égal à 3, mais inférieur au minimum statutaire. Donc imaginons, je prends un exemple, que le minimum statutaire soit de 5 et qu'il y ait 4 administrateurs dans le conseil d'administration parce qu'il y a eu une démission. Dans ce cas-là, la cooptation, elle est obligatoire. Pourquoi ? Première raison, parce qu'il y a eu une démission. Donc c'est l'un des cas là où on peut coopter. Deuxième raison, le nombre d'administrateurs est supérieur à 3, le minimum légal. Et troisième raison, le nombre d'administrateurs est inférieur à 5, le minimum statutaire. Dans ce cas,
la cooptation, elle est obligatoire. La cooptation est facultative lorsque le nombre d'administrateurs est supérieur au minimum légal et supérieur au minimum statutaire. Dans ce cas-là, la cooptation, elle est obligatoire si le nombre d'administrateurs est supérieur à 3 et qu'il est aussi, dans l'exemple que je viens de donner, supérieur à 5. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait une cooptation ? Déjà parce qu'il y a eu un décès et une démission, et que le conseil d'administration considère que pour bien fonctionner, eux, ils ont besoin de 7 membres. Là, il n'y en a que 6. On peut se dire, ouais, peut-être pour éviter une égalité dans les voix lorsqu'ils délibèrent. Ils se disent, nous, on veut qu'il y ait 7 administrateurs. Là, ok, le minimum statutaire, il est de 5. On est à 7. Maintenant qu'il y a une démission, on est 6. On n'aime pas 6. Vu qu'il y a eu une démission, on peut décider de coopter. Donc là, c'est totalement facultatif. C'est pas obligatoire, c'est pas interdit, c'est vraiment, on veut le faire parce que on aime bien être 7, par exemple. Le cas dans lequel la cooptation est interdite, c'est quand le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal. Donc ça fait 3 fois que je le répète, le minimum légal, c'est 3 administrateurs. Donc s'il y a moins de 3 administrateurs, cooptation interdite. Ça veut dire si on se retrouve avec 2 administrateurs, on ne peut pas faire de cooptation. Dans ce cas-là, on doit convoquer l'AGO pour que les actionnaires décident et nomment eux-mêmes le nouvel administrateur. La règle de cumul des mandats, selon moi, c'est le point le plus technique de la SA, parce que c'est juste une règle qu'on ne peut pas inventer et qu'on ne peut pas imaginer, et c'est un point vraiment technique. Donc on va poser les bases petit à petit. Première chose, les règles de cumul de mandats ne concernent que les personnes physiques dans les SA sur le territoire français. Parce que oui, on rappelle que dans le conseil d'administration, il peut y avoir des personnes morales qui vont désigner des représentants et être administrateurs dans le conseil d'administration. Là, on ne parle que des personnes physiques. Donc si on te dit qu'il y a une SARL qui est associée dans une SA et qu'elle a 15 mandats, on s'en fout. On ne parle que des personnes physiques lorsqu'on parle de règles de cumul des mandats. Quand on parle de règles de cumul des mandats, on ne s'intéresse qu'à la SA. Dans les sujets, on va essayer de t'embrouiller et il faut que tu restes concentré. On va souvent te parler de Coralie qui est gérante dans une SARL, dans une SNC, qui est aussi présidente dans une SAS, qui est ci, qui est ça. On va te donner plein de mandats pour une seule personne. Et toi, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il n'y a que dans la SA qu'on s'intéresse au cumul des mandats. Tu peux avoir 15 mandats dans 15 SARL, on s'en fout. On ne s'occupe pas de la règle des cumuls de mandats dans une SARL, dans une SAS, dans une SNC. Non, on s'en fout, on calcule pas. Donc clairement, si dans un sujet on commence à te parler de plein de mandats, tu me barres tout ce qui n'est pas SA et tu ne t'intéresses qu'au SA. Et la règle des cumuls des mandats ne concerne que les SA sur le territoire français. Dans les autres pays, par exemple aux États-Unis, il y a d'autres formes qui fonctionnent pareil qu'une SA en France, mais on s'en fout. On s'en fout, vraiment, c'est pas notre problème. Si elle est administrateur dans un truc qui s'appelle SA, mais en Belgique, c'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Vraiment, on va vraiment essayer de t'embrouiller. Donc il faut vraiment que tu restes concentré sur ça, parce que les règles qui suivent, elles sont encore plus techniques. Donc on retient pour le premier point, les règles de cumul des mandats, c'est que pour les personnes physiques. Donc s'il y a des personnes morales, on s'en fout. C'est que pour les SA. Donc s'il y a une personne qui a des mandats dans une SAS, dans une SARL, dans une SNC, dans une SNSA, on s'en fout aussi. Que les SA. Et enfin, on s'intéresse qu'aux SA qui sont sur le territoire français. Donc si tu veux, t'es administrateur en Australie, aux États-Unis, en Belgique, on s'en fout. On s'intéresse qu'à la France. Alors fais déjà attention à ces 3 points, parce que la suite, elle est un peu plus compliquée. La première règle des cumuls des mandats qu'on va aborder, c'est celle qui porte sur les administrateurs et les membres du CS. Une personne physique, membre du conseil de surveillance ou administrateur dans un conseil d'administration, peut maximum cumuler 5 mandats. Quand je dis 5, c'est pas 5 dans le CS et 5 dans le CA. C'est 5 dans les deux, au total. D'accord ? Donc 3 dans un CA et 2 dans un CS. Pas 10, pas 5 dans les deux. Mais comme le droit est compliqué, il y a toujours une exception à la règle. En fait, plusieurs mandats peuvent ne compter que pour un. Le premier cas, c'est quand une personne physique va avoir un mandat dans un conseil d'administration dans une société. Et il se trouve que cette société est une société qui a des filles. Donc c'est une société mère. Si cette personne physique qui est administrateur dans la société mère devient administrateur dans l'une de ses filles, et ça ne va compter que pour un. Et du coup, ça peut être illimité. Parce qu'imaginons que la mère ait 10 filles, si la personne physique est administrateur dans la mère, elle peut être administrateur dans toutes ses filles et ça comptera que pour un. Donc il faut que tu fasses très attention à ça. Ça va pas compter comme 10 mandats, ça va vraiment compter que pour un seul mandat. Le deuxième cas, c'est quand la personne physique va être administrateur dans l'une des filles et qu'il va être aussi administrateur dans une autre fille. Donc fille et fille, ça fait sœur. Donc si une personne est administrateur dans une société fille et qu'il est administrateur dans l'une de ces sociétés sœurs, dans ce cas-là, ça ne va compter que pour un mandat, mais ça va être limité à 5 et il faut que la sœur soit non cotée. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit de faire attention parce que pour que le nombre de mandats soit illimité dans les filles, il faut être dans la mère.
Si je suis dans la mer et qu'ensuite je suis administrateur dans les filles, ça peut être illimité. Par contre, si je suis pas dans la mer, mais que je suis seulement dans les filles, ce n'est pas illimité, c'est limité à 5. Les mandats en tant que DG ou dans le directoire ne se cumulent pas. On n'a le droit qu'à un seul mandat, donc en tant que DG d'une SA ou dans un directoire. Un seul mandat. Pour ça, il n'y a pas de cumul. Mais bien sûr, il y a toujours une exception, puisque dans certains cas, plusieurs mandats ne vont compter que pour un. Le premier cas, c'est celui où la personne physique va être DG dans la société mère et DG dans la société fille. Dans ce cas-là, ces 2 mandats ne vont compter que pour un. Ou bien, il va être DG dans la société mère. Si on a un mandat en tant que DG ou dans le directoire, dans une société mère et dans une société fille, ces 2 mandats ne vont compter que pour un. Le deuxième cas, c'est celui où le deuxième mandat est dans une SA non cotée. Donc si je suis au directoire dans une SA qui est cotée et que mon deuxième mandat est en tant que DG dans une SA qui n'est pas cotée, dans ce cas-là, ces 2 mandats ne vont compter que pour un. La troisième règle de cumul des mandats, qui est selon moi la plus compliquée, c'est celle qui va tout rassembler, prendre en compte tous les mandats. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle des mandats de DG, de directoire, c'est la même catégorie. Et les mandats en tant qu'administrateur, membre du CS, c'est la même chose. Mais là, on va mélanger tous les mandats. On va parler du cumul général. Donc, une personne physique peut maximum cumuler 5 mandats. Et là, c'est la catastrophe. On n'y comprend plus rien. Parce que tout à l'heure, on disait qu'on pouvait avoir 5 mandats en tant qu'administrateur, mais ensuite qu'on pouvait avoir un mandat en tant que DG, ça fait 6. Donc, comment ça 5 ? C'est un peu bizarre. Je vous explique. Donc, une personne physique a le droit de cumuler maximum 5 mandats, mais vraiment tout mandat confondu, donc CA, CS, directoire, DG, 5 mandats maximum, mais en respectant les règles de cumul de chacun des mandats. Je vous donne un exemple parce que là, c'est pas clair. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait avoir maximum 5 mandats OCS et un mandat en tant que DG. Donc, imaginons que moi, j'ai 4 mandats en tant que membre du CS et que j'ai un mandat en tant que DG. Bah là, c'est good. Parce que j'ai respecté la règle de cumul du CS qui est limitée à 5 et j'ai respecté la règle de cumul du DG qui est limitée à 1. Maintenant, imaginons que j'ai 5 mandats en tant que membre du CA et que j'ai un mandat en tant que membre du directoire. Là, c'est pas possible. Même si individuellement, en fait, pour chacun des mandats, j'ai respecté la limite, donc je me suis limitée à 5 pour mes mandats d'administrateur et à 1 pour le mandat du directoire, bah c'est pas possible parce que j'ai pas respecté la règle générale. Donc il faut respecter chaque règle individuellement et respecter ensuite la règle globale. Un autre cas qui n'est pas possible, c'est si j'ai 3 mandats en tant qu'administrateur et ensuite j'en ai 2 en tant que DG. Ce n'est pas possible parce que même si je suis en dessous de la limite pour le cumul d'administrateurs et que je suis aussi en dessous de la limite globale, je n'ai pas respecté la règle de cumul pour les mandats en tant que DG. Parce que là, j'ai 2 mandats en tant que DG alors que je suis limitée à un mandat. Je vais vous parler des autres règles de cumul qui existent. Si une personne physique a un mandat en tant que DG et qu'ensuite elle est administrateur, les 2 mandats ne vont compter que pour un. Si une personne physique a un mandat en tant que DG et qu'elle est aussi PCA, ces 2 mandats ne vont compter que pour un. Mais il ne faut pas oublier que pour être PCA, il faut être administrateur. Donc ça veut dire que quand je suis PCA, logiquement, j'ai 2 mandats, celui de l'administrateur et celui de PCA. Mais ces 2 mandats, pareil, ne comptent que pour un. Et du coup, quand j'ajoute le mandat de DG à tout ça, pareil, le mandat de PCA, administrateur et DG ne compte que pour un. Donc, il faut faire attention à ces petites règles. Mais dans les sujets d'examen, je veux vraiment que vous fassiez très attention. Comment est-ce que ça risque de se présenter ? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous citer plein de mandats dans différentes formes de sociétés. Dans une SARL, dans une SA, dans une SAS. Et ce sera à vous de déjà exclure toutes les autres sociétés pour ne garder que les SA. Ensuite, dans les SA, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de vous dire qu'en fait, elle est administrateur dans une mère, elle est administrateur dans une fille, elle est administrateur de société cotée, non cotée. Et il faut vraiment que vous soyez capable d'isoler chacune des règles et ensuite de prendre le cumul global. Je vais faire un petit exemple avec vous. La règle de cumul global, elle est de 5 mandats maximum. Mais imaginons que je suis administrateur au CA dans une société mère. Et qu'ensuite, je suis aussi administrateur dans 3 de mes filles. Donc, au final, j'ai 4 mandats. Et que je suis aussi DG dans une autre SA. Là, on pourrait se dire, ah bah là, ça fait 5, elle a atteint la limite. Et bah, ça ne fait pas 5 mandats, ça ne fait que 2 mandats. Pourquoi ? Parce que je suis administrateur dans la société mère. Ça fait 1 mandat. Et je suis aussi administrateur dans 3 des sociétés filles. Donc, a priori, ça fait 4 mandats. Mais vu que société mère, société fille, finalement, ça ne fait qu'un mandat, vous vous rappelez. Et vu que je suis aussi DG dans une SA, ça fait finalement 2 mandats. Donc c'est ce genre de cas-là dans lesquels on va essayer de vous piéger, nous faire croire que la limite est vachement dépassée, largement dépassée, alors qu'en vérité, pas du tout. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, que j'aurai pu vous éclaircir sur ces points assez techniques de la SA. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et moi je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.